Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine saison 2 épisode 1. Et oui, c'est la rentrée en France. Alors on change de saison mais on garde le même principe, celui de vous donner toutes les clés pour bien apprécier un grand rendez-vous sud-américain prévu ce week-end. Et cette semaine, je vous emmène en Équateur pour le plus grand de tous les classicos du pays, le Clásico del Astillero, qui va embraser Guayaquil dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin et qui oppose Emelec à Barcelona. Alors on va revenir dans un instant sur la rivalité et l'histoire des deux équipes, mais sachez qu'en Équateur, ce match met aux prises les deux équipes les plus titrées, 15 titres pour Barcelona, 14 pour Emelec, et surtout les deux seuls champions sur les 6 dernières années, 4 titres pour Emelec, 2 pour Barcelone. Ça vous place déjà l'immensité de ces deux équipes, mais évidemment, pour mieux mesurer l'importance et l'ampleur de ce classico, il faut se pencher sur l'histoire de ces deux équipes. Salve, salve, Barcelona, ídolo del Ecuador. Has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. Guayaquil te dio en un soplo la bravura y el honor. Que un castigo caiga encima del que no lucha por vos. Salve, salve, Barcelona, ídolo del Ecuador. Has nacido de tu pueblo y estás en su corazón. A lo largo de tu historia. Le premier à arriver est Barcelona. Le 1er mai 1925, un groupe de jeunes équatoriens du barrio del Astillero décide de créer un club à Guayaquil. Parmi eux, Manuel Morillo, leader du groupe, travaille avec plusieurs commerçants d'origine espagnole, dont un groupe de Catalans composé de Timio Pérez, Jaime Castells et des frères Domenech, aucun rapport, et il va entraîner ce groupe-là, ces Catalans, dans l'aventure. Le siège du club est alors la maison de Timio Pérez, un fervent supporter du club de la ville dont il est originaire, devinez laquelle, Barcelone. Il propose donc le nom à ses compagnons de route, qu'ils l'acceptent, le Barcelona Sporting Club est donc créé, son écusson reprend alors l'écusson de la ville catalane. Sur le terrain, les premières couleurs seront un maillot blanc et un short noir, mais au sein de la fédération locale, la Federación Deportiva del Guayas, une équipe dispose du même équipement. Barcelona va donc rapidement devoir changer ses couleurs pour revêtir tout simplement celle de la Catalogne, rouge et jaune, le maillot devenant ensuite entièrement jaune. Alors rapidement, le Barcelona Sporting Club verra sa popularité augmenter, notamment dans les années 40, où le club affrontera les meilleurs clubs colombiens de l'époque, dont notamment le Millonarios de Di Stéfano, qui est alors considéré comme la meilleure équipe du monde. Et cette équipe-là va tomber face au rouge et jaune pour ce qui reste le premier vrai moment de gloire du club. Et justement, sa gloire et sa popularité, Barcelona l'acquiert au pays par ses exploits continentaux. En 1957, le premier championnat équatorien sacre Emelec, devenu rival dans ces années, on va en parler dans quelques minutes, et 3 ans plus tard, Barcelona, lui, décroche son premier titre lors de la 2e édition du championnat équatorien. Il devient alors surtout le premier club équatorien à participer à la Copa Libertadores naissante. C'est ici qu'il va y écrire son histoire. En 1971, Barcelona affronte Estudiantes en Copa Libertadores. Ce duel va marquer l'histoire du football équatorien et reste connu sous le nom de Hazaña de la Plata. Au début des années 70, le club argentin, emmené par Juan Ramón Verón, le papa de qui vous savez, domine totalement l'Amérique du Sud. Il est triple tenant du titre de la Libertadores et domine aussi le monde puisqu'il a gagné l'Intercontinental en 68. Nous sommes alors dans la 2e et dernière phase constituée de 2 groupes de 3, que l'on appelle les demi-finales concrètement, puisque les premiers de chacun de ces groupes se qualifieront pour la finale. Battu chez lui, Barcelona se rend à La Plata, qui est alors une forteresse totalement imprenable en Libertadores. Pour vous donner une idée, Estudiantes n'y a jamais perdu de son histoire. Osvaldo Ardizón écrit dans le Gráfico: Barcelona est une équipe de 3e zone au sein de laquelle El Maestro Spencer effectue sa dernière tournée en tant que joueur. L'affaire paraît donc entendue, Estudiantes va devoir et doit, logiquement, écraser le modeste équatorien. Il n'en est rien. Pire pour le peuple d'Estudiantes, peu après l'heure de jeu, Bolaños sert ce fameux Spencer, qui est une légende du football équatorien, on en parlera un autre jour. Spencer qui offre la balle de but à José Manuel Basurco, un prêtre catholique, joueur de football, surnommé le curé au pied d'or, et qui va donc faire écrire aux médias argentins que ce soir-là, Dieu était équatorien. Pourquoi ?
parce que Barcelona fait tomber Estudiantes et ce match permet au club de devenir el ídolo del Ecuador, l'idole du pays. Pour l'anecdote, quelques années plus tard, Basurco rentre en Espagne et devient enseignant. Il va croiser sur les bancs de l'école un gamin nommé Unai Emery. La victoire de Barcelona face à Estudiantes ce soir-là est sans lendemain, puisque Barcelona ne disputera pas la finale. Estudiantes, lui, y parviendra, il sera battu par le Nacional. Mais ce jour, donc, je le disais, marque le début de la popularité nationale du club, popularité qui ne va alors jamais décroître. Au point qu'aujourd'hui, Barcelona est connu comme le club ayant le plus de partisans à travers le pays. L'année suivante, en 1972 donc, le club est de nouveau en demi-finale de la Libertadores dans le groupe du futur vainqueur Independiente et va devenir surtout le premier club équatorien à atteindre la finale de cette compétition en 1990, notamment après avoir sorti River Plate en demi-finale. Barcelona va être vaincu alors par Olimpia. Il rejouera une finale de Libertadores en 1998, battu par le Vasco du futur lyonnais Juninho, et preuve que le club reste un spécialiste des compétitions continentales et des exploits sur le continent, même s'il n'a gagné aucune de ces compétitions. Il était encore en demi-finale de la Libertadores l'an passé, battu par Grêmio, le futur vainqueur, Grêmio que Barcelona a vaincu sur sa pelouse au match retour. C'est donc sur ces bases que Barcelona a construit sa légende sur le continent. Quant à lui, Emelec brille essentiellement sur le plan local. Y ya lo ve, es el equipo de Melec. Guayaquil está de fiesta, los muchachos están listos a vencer. El estadio se ilumina de colores y se llena con la hinchada de Melec. Los azules tienen garra vencedora y una historia escrita en noches de esplendor. Una hinchada que lo apoya y que lo sigue con amor y un equipo destinado a ser campeón. Que se escuche en el estadio. Emelec, Emelec, es el grito de mi corazón. Emelec, Emelec, corazón, fuerza y coraje de campeón. En tu cancha de visita nadie te puede vencer. Emelec, Emelec. L'année suivant la création de Barcelona, un Nord-Américain, George Capwell, s'installe à Guayaquil comme superintendant de la compagnie électrique d'Équateur, Empresa Eléctrica del Ecuador. Fan de sport, le 28 avril 1929, il fonde un club multisport au sein de la compagnie, club qui prend logiquement le nom d'Emelec, Empresa Eléctrica, Emelec. Plusieurs semaines plus tard, une équipe de football se crée au sein de ce club. L'histoire, donc, du second grand club de Guayaquil ne va alors débuter. Capwell n'est pas forcément un grand fan de foot au début, sport qui est pratiqué en grande partie par les employés de l'entreprise. L'Américain, lui, est plus fan de baseball, mais à partir des années 40, cela change. C'est grâce à lui, notamment, que le club acquiert et construit son stade, qui portera son nom, Estadio Jorge Capwell. Le club qui avait remporté un tournoi amateur avant même sa création officielle en 1929, ce qui fait dire à beaucoup qu'Emelec a été champion avant même de naître, va donc, à partir des années 40, voir son histoire s'accélérer grâce à une première période connue comme étant la période des Millonarios, suite à l'arrivée dans son stade, mais aussi parce que le club monte rapidement dans les catégories des tournois de Guayaquil avant d'être champion du Campeonato Amatores de Guayaquil en 1946, avec dans ses rangs notamment un Argentin nommé Omar Cáceres, qui est tout simplement le premier joueur étranger à évoluer au pays. Le club remporte de nouveau ce championnat amateur, entre guillemets, en 1948, mais surtout, Emelec devient le premier champion national du football équatorien en 1957, devant son rival de la ville, Barcelona, qu'il n'affronte pas au cours de ce championnat à 4. Les clubs de la même association ne s'affrontaient pas à l'époque, c'était un petit peu compliqué. Bref. Les années 60 sont celles du Ballet Azul, sous la direction de l'Argentin Fernando Paternoster. Ballet Azul, qui est emmené par une attaque surnommée les 5 rois mages, est composé de José Vicente Balseca, Jorge Bolaños, Carlos Raffo, Enrique Raimondi et Roberto Ortega. Sur les 4 années
Passé sous la direction du technicien argentin, le club va briller sur le plan national, il est champion invaincu en 1965, et local, il remporte 3 titres du Campeonato de Guayaquil, et signe quelques performances continentales comme une victoire 7-2 face à l'Universidad Católica chilienne. En 1968, Emelec devient le premier club équatorien à passer le premier tour de la Copa Libertadores. Il reste surtout, depuis, le seul club du pays à avoir décroché au moins un titre dans chaque décennie de son histoire. Emelec jouera lui aussi une finale continentale, celle de la Copa Merconorte, l'un des ancêtres de la Sudamericana. C'était en 2001. Il est battu au tir au but par Millonarios. Et la rivalité dans tout ça? Eh bien, allons-y. La première pierre de la rivalité entre les deux équipes est posée en 1943 lors du premier affrontement entre celui que l'on surnomme le Bombillo, Emelec, Bombillo veut dire ampoule, et les Toreros, duel remporté 4-3 par ces derniers, et l'appellation Clásico del Astillero arrive 5 ans plus tard pour être immédiatement adoptée. Alors pourquoi ce nom? Vous l'avez peut-être deviné, tout simplement parce que les deux clubs sont fondés dans ce quartier, le Barrio del Astillero, quartier de Guayaquil. Alors bien évidemment, les succès des uns et des autres vont radicaliser chaque camp pour savoir lequel est le plus grand, et surtout faire que cette rivalité va quitter rapidement le Barrio del Astillero pour s'étendre à tout le pays. Car vous l'aurez compris, elle oppose deux géants nationaux. Si les deux équipes sont souvent à la lutte sur le terrain, elles le sont aussi en tribune, et ce, bien au-delà de Guayaquil. Si la LDU a acquis une large fanbase, notamment grâce à ses titres continentaux, Barcelona, je le disais tout à l'heure, possède la plus grande base de supporters du pays, 37% des sympathisants et des suiveurs de football. Emelec arrive en 3e position avec 16%. Autrement dit, le Clásico del Astillero concerne plus de la moitié des suiveurs du football équatorien. Alors les histoires sont nombreuses. Le premier Clásico reste nommé celui de Los Postes en raison des nombreux poteaux touchés par les joueurs d'Emelec. En 1949, alors que Barcelona mène 3-0 à l'Estadio Morelo, l'ancien stade d'Emelec, une coupure de courant interrompt le match, et après la reprise, Emelec arrache le match nul 3 buts partout. En 1991, l'Estadio Jorge Capuel est rénové et devient véritablement l'antre du Bombillo. Ces derniers devront attendre 3 ans pour enfin y célébrer une victoire. Enfin, qui dit Classico dit forcément passion et donc, bien évidemment, malheureusement dérive. Plusieurs incidents vont forcément émailler l'histoire de cette confrontation. Les deux plus dramatiques sont assez récentes, elles datent des années 2000. Premièrement, la destruction de la tribune San Martín de l'Estadio Capuel par la Sur Oscura, la Barra de Barcelona, en 2006, et l'année suivante, le décès de Carlos Cedeño Vélez, un jeune supporter d'Emelec de 11 ans qui avait été touché par une fusée lancée justement depuis la tribune de la Sur Oscura. Alors moins tragique, les deux équipes vont souvent se retrouver à la lutte pour jouer un titre, qu'il soit national ou local, cela arrive à 7 reprises, et parfois même s'affronter lors de chocs continentaux. Ainsi, lors de la Copa Libertadores 1990, Barcelona s'impose chez lui face à Emelec en match retour du quart de finale, qui lui permet donc de continuer l'aventure. Et pour l'anecdote, quelques jours plus tard, Emelec infligera un 6-0 aux Toreros en championnat. C'est le record de la plus grande goleada, le plus gros écart. Et dernier détail, pour vous montrer l'importance de ce Classico, il a été délocalisé à 3 reprises, 2 fois aux États-Unis, en 1992 et 2012, et même une fois en Europe. C'était tout récent, c'était en 2014. Barcelona et Emelec s'étaient affrontés à Madrid, à Vicente Calderón. Sur le terrain, tout Classico produit évidemment son lot de héros. On peut citer José Francisco Ceballos, aujourd'hui président de Barcelona, avec qui il dispute 52 Classicos, c'est le record, un record qui devrait probablement ne jamais tomber. On peut citer aussi Lupo Quiñones, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Classicos, avec 13 buts, 10 avec Emelec, 3 avec Barcelona, il a joué dans les deux clubs. On peut enfin, également, citer l'incroyable record d'un Argentin formé à River et passé par Boca, Francisco Aníbal Sibera, arrivé en Emelec en 1978, et qui réussit l'exploit d'inscrire 3 buts sur corner direct lors de 3 classicos consécutifs. Il deviendra alors El Loco de los Goles Olímpicos. Je vous rappelle que en Amérique du Sud, un corner direct se dit Olímpico, et de manière inexplicable, aucune vidéo de cet exploit n'a jamais été retrouvée, ce qui permet aux supporters d'Emelec de donner comme explication le fait que la télévision équatorienne était très liée à Barcelona et a donc fait disparaître l'épreuve. Et preuve que ce Classico est totalement fou, le seul hommage qui reste et les seules images qui restent de ces Olímpicos, c'est une reconstitution sur Pro Evolution Soccer sur PlayStation 2. Oui, la folie équatorienne dans toute sa splendeur. C'est donc cela que vous pourrez vivre dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin avec le 287e Clásico del Astillero de l'histoire. Du point de vue des statistiques, je vous laisserai sur ces statistiques. Barcelona mène 100 victoires à 88. Sur les 6 derniers affrontements,
Les deux équipes en ont remporté chacune 2 et donc il reste 2 matchs nuls. Merci à tous de votre soutien, merci à tous de vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs mais qui nous sont toujours utiles. Je vous invite bien évidemment à suivre l'ensemble de nos émissions. Culture Soccer pour les fans de foot nord-américain, Bola Latina pour ceux qui préfèrent le sud, et Frikia pour ceux qui veulent tout savoir du football africain, et enfin, bien évidemment, l'AFC Corner pour les amateurs de football asiatique. Je vous invite également à découvrir le premier reportage signé de la team Lucarne Opposée et qui vous propose de découvrir de l'intérieur le Club América, sorte de Real Madrid de la CONCACAF, au cœur duquel donc nous avons eu le plaisir de pouvoir passer plusieurs jours. Je vous invite aussi à vous ruer sur le 4e numéro de notre magazine qui vient de sortir et qui va, comme d'habitude, vous faire voyager à travers nos différents continents, d'Asie en Amérique du Sud, en passant par l'Afrique et l'Amérique du Nord. N'oubliez pas non plus qu'acheter ce magazine, c'est soutenir notre travail d'indépendant. Allez, comme d'habitude, je vous laisse avec la VO de la semaine. Elle est issue du dernier Clásico del Astillero, c'était en mai dernier. Emelec et Barcelona nous avaient offert un match au scénario de fou, avec des golazos, et surtout, une climatisation branchée de matière assez brutale par les toreros. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en juger par vous-même. Abrazo a todos, et à la prochaine. Mientras está arengando la hinchada del conjunto eléctrico, señoras y señores, en la transmisión de Gol TV les contamos este clásico 221. Toca bien ahora para Preciado, para gol, tiró, gol, 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 gol. Señoras y señores, que hace delirar a poner a la gente de pie desde sus tribunas para arengar, para gritar, para felicitarse. ¡Qué hermosa jugada! ¡Qué buena definición! Para engordar las redes del arco que defiende Máximo Banguera y poner el delirio azul, porque uno tiene el bombillo. 0 Barcelona. Veamos, señoras y señores, atención. Atención, porque viene Michael Arroyo, el duelo con Drer. Drer con Arroyo. Arroyo, Drer. Palpitaciones. Pulsaciones a 1000. Viene Arroyo. ¡Gol! 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 ¡Amarillo! Gol amarillo, gol torero, señoras y señores. Y la ejecución de Michael Arroyo en esta oportunidad. Y estaba mordiéndose y besándose el escudo del conjunto del Barcelona, señalando que es barcelonista. Ahí estaba para sacar el remate. Por poco Esteban Drer para sacar ese balón, pero la potencia no impidió que vaya hacia adentro ese balón y ponga la del empate. No tiene el Millonario. 1 Barcelona. La pelota a la derecha, viene Montero. Montero está en la marca de Beder Caicedo. Montero que va a levantar, proyecta, viene el envío largo, tiró, ¡gol! 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 ¡Cuco, Cuco, Cuco! ¡Cumbe, Cuco! ¡Gol! ¡Azul! ¡Gol Millonario, señoras y señores! Gol para levantar a toda esta hinchada azul y prácticamente que cerrando el compromiso, que terminando este partido, viene el Cuco Angulo para una jugada acrobática, engordar, inflar las redes del arco que defiende el portero Máximo Banguera y desatar la alegría. El júbilo azul gana el conjunto eléctrico, 2 tiene el Millonario, 1 Barcelona. ¡Qué golazo del Cuco Angulo! Centro preciso, medido, para que el Cuco Angulo, claro, con un grado de dificultad terrible, termine pegándole de manera acrobática de espaldas al arco, cayéndose sobre la marca de Pedro Pablo Velasco, pero termina marcando un verdadero golazo. Al minuto 94 del partido ya no faltaba nada, ni un suspiro en este clásico, y Brian el Cuco Angulo, sí, con la camiseta número 19, el goleador que tiene el Emelec, el hombre que marca diferencias,
termina poniendo la segunda y la victoria para el cuadro azul. Cambio mi voto desde ya, señor Arévalo. Va Cuco Angulo como el hombre del partido. Yo también quiero cambiar mi voto, producción. Por eso yo le decía que tengo que esperarme un rato más. Levanta bien el Barcelona, quiere la del empate. Todavía tiene tiempo. Beder levantó, Víctor Ayala disparó. ¡Para gol adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarillo! ¡Gol! ¡De Eric Castillo! ¡Gol, señoras y señores! Estaba Eric Castillo, estaba Eric Castillo para silenciar este estadio, señoras y señores, y poner la del empate. ¡Qué angustia! ¡Qué alegría! Angustia, alegría, alegría y angustia. Cómo se vivió de un lado y el otro este clásico del astillero. Emocionante, vibrante. Emelec tiene 2, Barcelona tiene 2. Increíble, qué clásico que tuvimos, la verdad. Espectacular lo que se vio en el minuto y medio final. Golazo del Cuco Angulo, y cuando faltaban segundos para que Omar Ponce, si la pelota salía del área, el árbitro finalizaba el encuentro. Chilena de Víctor Ayala, la pelota que va muy pausada sobre el arco, sobre el vertical de Esteban Drer, que acompaña, rebota, y el que llega para empujarla es Eric Castillo.